Soirée Book & Save, je crois que c'est la première de 2020, forcément, mais ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas une depuis Noël 2018. Donc, l'année est passée vite. Je pense que la plupart des gens me connaissent ou connaissent Book & Series. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu, alors effectivement, qui a une ligne éditoriale plutôt série, polar et suspense, même si ce soir on n'est pas complètement dans ce thème-là, mais qui en tout cas a une première vocation, c'est de faire découvrir des auteurs. Donc, moi, je suis auteur moi-même, et quand j'ai décidé de faire mon coming out d'auteur, je me suis dit qu'il y avait assez peu de lieux empathiques et qui ne soient pas trop, je dirais, voilà, stéréotypés ou enfermés dans le monde éditorial qui est très ouvert, pour faire parler de nous. Donc, je me suis dit, je vais créer ce lieu-là. Et celui-là, ça a été Book & Series, qui a été créé en 2014. Donc, régulièrement, j'essaie de faire des petites soirées comme ça, parce que déjà, j'aime bien les soirées, c'est une bonne raison. Et puis parce que je trouve que la littérature est bien trop souvent enfermée dans un cadre un peu austère, où les gens écoutent et les autres parlent de leurs œuvres. Moi, j'aime bien qu'on parle des livres, mais j'aime bien échanger aussi. Donc, d'où le lieu et d'où le côté soirée littéraire décontractée que j'utilise. Donc aujourd'hui, on est 3 auteurs autour d'un thème. Même s'il y a beaucoup de roses qui sont les amours noirs. L'idée était que, voilà, souvent on parle de romance, de littérature un peu feel good, etc. Or moi, je pense que l'amour est partout et que les histoires d'amour, pas finissent mal en général, mais finissent mal parfois quand même. Ou qu'en tout cas, elles n'ont pas qu'un côté feel good. Et que pour autant, elles ne sont pas forcément complètement négatives. Mais quand on est auteur, en tout cas, l'amour est bien souvent dans les histoires, mais pas toujours traité de la même façon. Et là, l'idée, c'est vrai que c'était un petit peu plus d'amener des histoires un peu où l'amour est un peu torturé, on va dire, pas forcément totalement sombre, mais pas non plus rose bonbon. Et puis, au-delà de ça, de partager avec vous aussi votre vision des histoires d'amour, ce que vous aimez, ce que ça vous évoque, ce thème-là. Alors du coup, pour le déroulé de cette petite séance, on va s'auto-interviewer, parce qu'on est auto-édité, donc on s'auto-interviewe aussi, on fait tout en auto, quoi. Donc voilà, on va un peu se présenter, se poser des questions. L'idée, c'est que vous intervenez, évidemment, on va vous solliciter un petit peu, mais vous n'hésitez pas, voilà, on va laisser des petits temps pour vous, hein, on n'est pas en train de vous faire un cours, bien sûr. On va aussi faire des petits passages de lecture à la fin, vous ayez un petit peu une idée des bouquins qui sont présentés ce soir. À la fin, vous pouvez évidemment acheter les livres. Il y a ceux qui sont présentés ce soir, mais il y en a d'autres, hein, puisqu'on n'en est pas aucune de nous à notre premier crime. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, une fois que cette petite présentation sera terminée, vous pouvez retourner au bar. Et là, Yann et Serge vont sortir le grand jeu, tapas, faritas et compagnie. Et vous pourrez évidemment échanger entre vous, échanger avec nous. Et il y a une petite boîte là qui est un peu enterrée derrière des chamallows, des casquettes. Mais en fait, je l'avais mis pour ceux qui ont vu la page Facebook dans le petit ordre du jour. Moi, j'aime bien à un moment donné que le public, je ne sais pas, soit bousculé, mais en tout cas vienne un petit peu aussi parler de lui. Alors quelquefois, je demande à des auteurs cachés dans la salle de venir parler de leur bouquin. Ce soir, j'ai eu envie un peu d'interpeller tout le monde et de donner envie ou de lire ou de voir un film qui parle d'amour. Donc je vais demander aux gens à la fin qui veulent bien, soit pas non vous buvez un coup ou quoi, de mettre leur nom dans la boîte, et ceux qui mettront dans la boîte nous diront voilà, est-ce qu'il y a un livre qu'ils ont aimé particulièrement, une histoire d'amour qu'ils ont aimé et pourquoi, pour donner envie aux autres de la découvrir, et on fera un petit tirage au sort. Et la personne tirée au sort pourra partir avec un livre de son choix dans ce superbe étal ici. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai déjà pas mal parlé. Pour les petits retardataires, les petits rigolos là qui arrivent, vous pouvez aller prendre un verre discrètement. Bon, j'en doutais pas en même temps. Et on se pose où on veut. On peut s'amener un petit siège, tout ça.
Voilà, ben, sans plus tarder, parce que vous trépignez, je vois bien. C'est Brigitte qui va s'y coller en premier. C'est la force bleue. Alors, vous avez remarqué, on a chacune une couleur parce que on avait fait. Et c'est vrai quand on a réfléchi au thème, on s'est dit finalement, on n'a pas, pas des histoires d'amour noir. Et moi, c'est vrai que je suis plutôt dans le polar suspense. On s'est dit, bah, finalement, c'est noir et jaune. Lily, c'est vrai qu'elle a aussi des histoires feel good dans sa littérature. Donc, c'est un peu le côté girly de la bande. Et puis, Brigitte, c'est plein de choses, mais c'est aussi du bleu. Donc voilà, beaucoup de bleu. Donc Brigitte, tu commences par ce bleu. À toi de jouer. Bonsoir. Donc je vais vous présenter Lily B. Francis, qui est une auteure que personnellement j'aime beaucoup, qui a donc publié d'abord les Chroniques d'une princesse machiavélique, qui est 4 tomes, pardon. 4 tomes d'une histoire que, je sais pas, comment on peut définir l'histoire de... C'est l'histoire d'un amour qui n'est pas retourné, en fait. Une jeune fille qui essaie de se remettre de l'amour qu'elle ressent pour son meilleur ami, et son meilleur ami ne l'aime pas. Donc en fait, ça suit, c'est une sorte aussi de, de roman de développement personnel, un petit peu aussi, parce que c'est comment dépasser la douleur et... Oui, c'est aussi, enfin bon, vous le lirez, j'espère. C'est aussi, c'est une bande de copains, c'est une bande de jeunes, d'adolescents, et bon, ça se déroule aux États-Unis. Et bon, c'est vraiment, c'est très chouette. Comme je pense, moi je trouve tous les romans d'Élie sont extrêmement addictifs, c'est-à-dire que dès qu'on le lit, on peut plus s'arrêter. Donc elle a publié celui-là, puis le deuxième c'était. Ensuite, j'ai publié Poussière de toi, un livre sur le deuil périnatal, donc rien à voir. Et puis Reviens vite, et récemment, là en octobre, Moment de grâce. Voilà, donc ça fait 4 tomes et 4 livres publiés pour Lily. Donc, écoute, je vais démarrer. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, donc, pour ce roman Reviens vite, comment est née l'idée de ce roman et voilà, d'abord, comment est née l'idée de ce roman? Alors, comment est née l'idée de ce roman? Au départ, j'avais en tête 3 personnages, mais ce n'étaient que des femmes. Je voulais suivre un petit peu comment 3 femmes peuvent vivre l'amour. Donc, je pensais à la maternité, je pensais à l'amour dans le couple. Voilà, donc j'avais plein d'idées comme ça. Et puis ensuite, quand il a fallu écrire, je me suis mise en tête de faire le challenge du NaNoWriMo, donc c'est le mois de novembre. C'est le National Novel Writing Month. Il faut écrire 50 000 mots en un mois. Et je me suis dit, j'avais envie de me poser ce challenge-là, donc je me suis dit, je vais le faire. Je n'avais pas d'histoire prête. Et j'avais ces personnages qui tournaient dans ma tête. Je me suis dit, bon, bah, je vais écrire avec cela. J'ai modifié quand même, je n'ai conservé qu'une seule des 3 personnes que j'avais en tête, et ensuite je suis partie de là, j'ai écrit, je n'avais pas vraiment de plan, j'avais envie d'écrire l'histoire, en fait le thème c'est la perte, c'est-à-dire qu'à travers ces 3 personnages, j'avais envie vraiment de traiter la perte de l'amour dans un couple, la perte de soi au fur et à mesure que la vie avance, et puis la perte d'une personne que l'on aime. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé, puis ensuite j'ai écrit. Et moi je voudrais savoir, est-ce que le fait d'écrire, on va dire sous contrainte, quand même, c'est-à-dire avec d'une part un nombre de mots, mais sans thème, donc un nombre de mots dans un temps défini, est-ce que ça, à ton avis, est-ce que ça change quelque chose par rapport à une écriture, on dirait plus classique et peut-être entre guillemets plus libre? Alors c'est beaucoup plus intense au niveau de l'écriture parce que forcément il y a beaucoup plus de pression. C'est une pression que l'on se met parce que il faut, voilà, si on veut bien faire les choses, si on veut vraiment réaliser le challenge, il faut écrire 1600 mots par jour, mais on sait très bien qu'il y a des jours où on ne peut pas écrire parce que c'est le week-end, on a les enfants, parce que voilà, il y a 1001 choses à faire. Donc c'est vraiment beaucoup de pression et c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus intense et moi j'ai eu l'impression que j'arrivais à sortir des choses beaucoup plus fortes. Donc c'est pour ça que ce livre-là, j'ai l'impression que c'est un de mes livres les plus intenses.
parce que j'étais pressée comme un citron, on va dire. Donc c'est comme si j'avais extrait vraiment le nectar de ce que je pouvais donner, quoi. Et est-ce que parce que tu as dit tout à l'heure que, en fait, si j'ai bien compris, c'était plutôt un livre sur la perte. Enfin, sur la perte. Est-ce que quelle est la vision de l'amour, peut-être? Est-ce qu'il y en a une d'abord, et quelle est-elle? Ou est-ce qu'il y a plusieurs visions de l'amour que tu développes dans ce livre, à ton avis? La vision de l'amour dans ce livre, je dirais qu'en fait, c'est que l'amour tout seul ne suffit pas et qu'en fait, il faut énormément travailler l'amour pour qu'il soit possible. Voilà, à travers ces 3 personnages, c'est ça, parce que finalement, le personnage de Sibylle, elle perd son mari, elle l'aimait énormément, mais finalement, elle n'a pas pu le sauver de lui-même. Ensuite, Constance est amoureuse follement de son mari, mais elle l'aime mal. Elle n'arrive pas à lui montrer à quel point elle l'aime, et lui, il ne sent pas son amour. Et Marc, il a baissé les bras sur l'amour, en fait, sur sa femme, sur leur vie. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. La vision que je transmets dans ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas d'amour sans travail, quoi. Cultiver l'amour. Ouais, c'est ça. Alors, moi dans ce livre, il y a quelque chose il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup touchée, mais il y a à un moment donné, quelque chose qui est peut-être anodin, qui est une maison qui arrive, qui est la maison de l'héroïne, qui m'a... bon, c'est vrai que j'ai quelque chose de, je sais pas, particulier avec les maisons. Je trouve que les maisons, c'est vraiment quelque chose de particulier, de très important. Et cette maison-là, je l'ai vue. En fait, elle m'est apparue. Et donc, est-ce que tu peux en parler un petit peu et nous dire d'où elle vient, si tu peux? Oui, très bien. Alors en fait, cette maison, effectivement, c'est une maison qui existe. Brigitte, un jour, si tu viens, je pourrais te la montrer. Ça remonte à mon travail quand j'ai travaillé à l'agence immobilière. On avait une maison dans les Landes, au bord du chemin de Halage, et que l'on a vendue à une artiste. Et en fait, comme mon personnage Sibylle était une artiste que je l'ai fait arriver dans les Landes, je me suis dit, bon, bah, il faut une maison, et automatiquement, en fait, ça a fait la synthèse. Et donc, j'ai vu cette maison, et, voilà, et je l'ai décrite. Et elle existe. Sert d'atelier à Sibylle. Elle en a percé le toit pour y installer des puits de jour. La maison est loin du village, au bout d'une petite route de campagne. Elle est assez isolée et il y a très peu de passages. Cette petite route mène au chemin de Halage, chemin au fond duquel se trouve la maison. Ainsi exposée au sud, les pièces donnent sur la Dour. Je gare ma voiture sur le bord du chemin. À part quelques vélos et joggeurs en semaine, il n'y a personne. Aucun risque de me faire repérer. Sibylle ne ferme jamais son portail. Possédé quelques romans déjà. Donc le premier c'était non, c'était oui, tu l'as pas porté. Ouais, L'enfance en bandoulière. Ensuite il y a eu Les 7 robes et lilas, La marque des loups. Entre-temps, il y a eu un recueil de poésie vagabonde, Le vent du sud m'a dit, voilà. Et aujourd'hui, elle vient nous présenter Amour noir, qui nous a très largement inspiré cette soirée. Non, pas du tout. Qui est un recueil de nouvelles et de poésie, puisque Brigitte va écrire des romans, mais aussi des nouvelles et des poésies très souvent. D'ailleurs, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, elle se lève à 5h du matin, puis paf, le poème. Donc voilà. Alors c'est vrai que Amour noir, c'est un livre par sa forme et puis par son contenu qui est assez atypique. Alors, Brigitte, si vous l'avez déjà lu, il y a des choses qui reviennent dans son écriture, mais ce qui, en tout cas, moi, je trouve que ce qui te pas caractérise, ça serait beaucoup quand même, mais c'est qu'il y a un côté, il y a un peu un côté no limits, dans le sens où c'est pas, c'est un peu un cri à chaque fois ce que tu écris. Enfin, on sent vraiment qu'il y a une spontanéité. Voilà, il y a des auteurs, on sent qu'ils racontent une histoire, c'est ficelé, voilà. Moi, je trouve que Brigitte, il y a vraiment une spontanéité dans ton écriture. Et puisqu'on se parle d'amour, ma première question était plutôt autour de la folie. Il y a quand même des touches de folie dans ce livre, hein, au sens propre, au sens figuré. On dit souvent, voilà, la folie de l'amour. Alors, je ne vais pas te donner mon point de vue, mais toi, je vais te le demander. Est-ce que tu penses que
l'amour, finalement, une partie de la définition de l'amour, c'est de la folie, parce qu'il faut être un peu fou pour aimer, ou est-ce que finalement, c'est de devenir amoureux qui rend fou, et là, c'est pas forcément très sympa. Moi, je pense que, en fait, la folie fait partie de la vie, déjà. Et ce que j'ai écrit là, effectivement, c'est l'amour-passion, c'est l'amour fou, l'amour qui... Alors, est-ce que l'amour qui rend fou, je crois que oui, quelque chose comme ça, l'amour qui rend fou et l'amour qui permet qu'on dépasse complètement les limites, et toutes les limites. Finalement, ce qui m'intéressait, c'était de dire que, de voir comment, petit à petit, au fond, un pas après l'autre, on s'engage de plus en plus jusqu'à... ça se termine parfois mal, rarement bien en général, enfin, dans ce livre-là. Dans la vie, je ne sais pas, mais dans ce livre-là. C'est ça, c'est cette espèce d'escalade et vers quelque chose qui emporte et à quoi on ne peut pas résister. C'est ça qui m'intéressait de montrer, c'est-à-dire quelque chose qui transcende en fait les personnages et qui font que ils savent qu'ils vont un peu vers quelque chose qui va mal se terminer, mais c'est impossible de ne pas y aller. C'est trop fort, en fait, l'amour est plus fort que la volonté. S'il y a une volonté, ou alors au fond, la volonté de ceux qui sont pris là-dedans, c'est au fond d'y aller encore plus. De plus en plus et encore plus et toujours plus. Voilà, c'est un peu ce que j'ai essayé. Alors, si vous voulez, pour moi, d'une certaine façon, ils sont fous, mais ils ne sont pas fous. C'est-à-dire qu'ils sont fous d'amour. Et est-ce que être fou d'amour, c'est être fou ? Je ne sais pas. J'en sais rien. Donc, c'est pas vrai. C'est une forme de folie, c'est une forme particulière d'amour et peut-être de folie, mais au fond, que serait la vie sans ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, une nécessité d'extrême et d'aller au bout de soi, ou au bout de l'amour, si on peut, en tout cas au bout de soi, et qu'au bout de soi, on ne sait pas toujours ce qu'il y a. On peut être surpris, parfois. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer. Donc, oui, l'amour, effectivement, la folie fait partie de l'amour, mais pas toujours. Enfin, pas la folie au sens où on l'entend communément. L'amour et la folie sont intrinsèquement mêlés, certainement. Mais comme dans la vie, je pense, d'une façon générale. On ne peut pas passer à côté de ça, je pense. Donc le poème s'intitule Juste toi. Il y a juste une odeur qui me parle de toi, de ton silence, et murmure tout bas que tu es parti. Quelques notes de parfum pour dessiner les contours de l'absence et te dire adieu. La nouvelle s'appelle Le rire des étoiles. Je ne me rappelle plus quand je suis sortie avec Guillaume. Je me rappelle sa capacité d'aimer, son attention extrême pour moi, son amour immense, intense, léger. Il m'aimait, comme une évidence, me remerciant chaque jour d'éprouver ça, un étourdissement et une assurance mêlée. J'avais 14 ans, 15 ans peut-être. Nous nous sommes aimés 6 mois, 1 an au plus. Notre amour avait la fulgurance des ciels d'été. Je suis partie. Comme toujours, je suis partie. Pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que son amour était trop fort, trop absolu, trop intense, et que je ne pouvais pas le supporter. Je garderai le vert de ses yeux et le roux de ses cheveux, sa voix feutrée, ses lèvres fines qui se plissent et son regard en retard sur le sourire que dessine sa bouche. Je l'aimais, mais je ne savais pas aimer à cette époque. Aimer était synonyme de trop d'amour, trop d'yeux verts, trop de roux. Un beau garçon qui apporterait à sa femme tout ce dont une femme peut rêver. Pour moi, je n'étais pas prête. Je ne pouvais que fuir, partir, encore et toujours, et rester une énigme pour lui. Ça s'intitule Playlist. Tu l'as sorti en juin dernier déjà. Je pense que tu es en train d'écrire le prochain. Tout à fait. C'est ça? Oui. Voilà.
Alors, concernant ce roman, donc j'ai plusieurs questions moi aussi. D'abord, je voulais savoir comment est-ce que tu as eu l'idée de cette rencontre. Parce que finalement, Playlist, donc, c'est un livre, c'est l'histoire d'une rencontre entre Lola, cette quadragénaire qui est au bout du rouleau, et cette jeune fille, Babette, jeune fille pleine de vie. Elles sont complètement opposées, en fait. Et je voulais savoir comment tu as eu cette idée. Comment tu as trouvé ça? Alors, disons que j'avais déjà l'idée d'un road trip et d'une rencontre. Donc, si j'avais fait rencontrer deux personnages similaires, ça aurait été un petit peu plus embêtant, et pour moi et pour vous par la suite. Après, c'est vrai qu'au départ, j'avais l'idée d'un couple, de personnages de sexe différents. Et puis finalement, je me suis dit que l'effet miroir, puisqu'un des thèmes du livre étant quand même que quand on rencontre quelqu'un, on se rencontre toujours un peu soi-même. En tout cas, il y a un fort jeu de miroir qui revient dans beaucoup de mes livres. Je me suis dit que c'était plus intéressant, en l'occurrence, que ce soit deux femmes, et qui est donc pas cet a priori de différence, qui est de l'attirance, etc., tout ce qui peut jouer dans la différence des sexes, et qu'on parte un petit peu sur deux versions d'une même personne. On saurait se dire, est-ce que finalement celle-là pourrait devenir l'autre, ou est-ce que l'autre a été celle-là? Il y avait un peu aussi cette idée de se dire, est-ce que c'est deux chemins de deux niveaux d'une même route? Et j'avais envie de confronter un petit peu ces deux facettes, puisque l'une est jeune et pétillante, et l'autre plus âgée, pas vieille, mais plus âgée. Donc voilà, l'idée c'était en tout cas d'avoir un peu un côté pile-face, d'où ce côté chaud et froid. Oui, parce qu'elles sont complètement opposées. Et alors, donc tu as écrit un road trip, donc c'était très sympa à lire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu écrire? Enfin, comment tu as... Qu'est-ce que tu as... Parce qu'en fait, moi, en lisant le livre, je me suis dit, mais ce road trip, on dirait que c'est en fait une métaphore pour la redécouverte de ton personnage, de Lola. Comme si elle partait à la recherche d'elle-même. Est-ce que, en créant ce road trip, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que, tu vois? Alors, il y a deux choses. D'une part, le road trip, c'est un fantasme personnel que je souviendrai peut-être un jour. Donc, bon, ça, c'est une chose. Fan de Sailor, enfin, pas de Sailor et Lula, mais de Thelma et Louise. Enfin, voilà, ça fait partie de ce qui me fait, en tout cas, triper. C'est le cas de le dire. Après, quand j'écris, j'accorde beaucoup d'importance à la façon dont l'action va se dérouler. C'est-à-dire, je pense à une histoire et je me dis, il y a des personnages qui vont la porter, donc ça, c'est une deuxième information. Et la troisième information, c'est comment va se dérouler l'histoire. Et par exemple, pour mon roman précédent, qui était mon premier huis clos, c'était vraiment un défi de me dire, ça va être vraiment... je vais confronter les personnages sans arrêt. Parce que surtout que j'ai déjà eu tendance jusqu'à présent, les personnages souvent se fuient assez vite. Et donc je m'étais dit, je vais faire un huis clos pour que justement ces personnages se confrontent. Là, dans le cas du road trip, effectivement, je me suis dit que cette femme, elle avait un chemin à faire. Donc déjà symboliquement, la route, c'était ça. Et puis j'aimais bien aussi le côté aussi qui est cet enfermement, puisque là, voilà, on retourne quand même dans cette voiture régulièrement, qui est un peu, on refait les comptes à chaque fois, quoi qu'il se passe entre temps, on a un checkpoint dès qu'on se met dans la voiture. Donc je trouvais ça intéressant c'était moins pour voir du pays que pour se dire, voilà, en fait on est à la fois enfermé, on bouge, mais on est obligé de se reconfronter régulièrement. On ne peut pas partir chacun de son côté puisqu'on est embarqué. Et après, il y avait le côté iconographique de road trip que j'aimais bien. C'est un peu rock'n'roll. Voilà. Et alors, concernant la fin, j'étais très surprise par la fin. Comment est-ce qu'elle est arrivée cette fin? Est-ce que tu l'as imaginée de suite, c'est ça, en fait, en écrivant le roman? Alors moi, j'écris du suspense. Donc déjà, je pense constamment à surprendre mon lecteur, ce qui est une contrainte de base. Je ne l'amène pas comme ça dans un petit cheminement, il voit le camping, il arrive, il prend sa tente. Donc j'essaie de l'amener, de le perdre, de lui donner des indices. Donc ça, j'ai constamment ça dans mon écriture. Après, je pars, j'ai une fin. Je sais comment ça va se terminer, plus ou moins. Par contre, je cherche ce dernier virage qui va amener à cette fin et qui va surprendre le lecteur. C'est ça l'exercice le plus compliqué. Et il ne faut pas que ce soit un virage et pas le chien. Si je pourrais amener les gens d'un point A à un point B sans transition et dire ok, super, mais on a tous vu des films où à la fin, le mec se réveille dans son lit, en fait c'est un rêve. Enfin, on dit ok, super, mais si l'histoire était basée que sur ça, c'est pas une vraie histoire. Donc il faut quand même trouver quelque chose qui soit suffisamment surprenant pour qu'il y ait un effet et pas complètement
improbable pour que ce soit pas décevant non plus. Donc souvent, ce twist-là, et là je suis encore dans cette problématique dans mon dernier bouquin, j'y pense à plein de twists de fin, et il me vient souvent vers la moitié du bouquin, ou les 2 tiers, où je me dis, ah mais c'est ça qui va l'amener là, et c'est ça qui va aussi surprendre le lecteur. Parce que je pourrais l'y amener tranquillement, mais il faut que je l'amène par une grosse surprise, voilà. Ce qui fait que ça, c'est vraiment plus de l'exercice de style, j'irais presque dans mon approche, parce que l'histoire de Playlist, c'est l'histoire d'une femme, voilà, on est là, c'est vrai qu'on parle d'amour qui a été détruite par un amour, mais qui a été aussi surtout détruite par elle-même, la façon dont elle l'a gérée. Mais au-delà de cette histoire qui laisse un thème, il y a la façon dont on l'amène, ça c'est le travail d'un auteur, on peut écrire de la poésie, différentes choses, mais quand on écrit du suspense, on se doit de l'amener avec du suspense. Donc c'est pour ça que les fins sont souvent, j'espère, assez surprenantes, en tout cas assez surprenantes, et c'est souvent difficile à trouver, parce qu'effectivement, il faut que ça reste cohérent. Et ça me vient en général, ce rebondissement me vient tout d'un coup, je trouve quelque chose dans mon personnage qui fait, mais oui, c'est là qu'est le rebondissement. Il est à cet endroit-là. Et je l'ai trouvé en courant, pour la petite histoire. La première fois où ma voix a disparu, je vivais encore avec Adrien. Nous étions à Bilbao, je l'avais accompagné sur l'une de ses tournées. Il faisait comme si je n'étais pas là, mais je m'en moquais. Je voulais juste rester auprès de lui, m'assurer qu'il ne traînait pas avec des groupies à peine majeures. À l'époque, son agent était son meilleur ami. Impossible de compter sur lui pour calmer les ardeurs d'Adrien ou prendre mon parti. Ce soir-là, j'attendais la fin de son concert dans notre chambre d'hôtel minable. Le groupe n'était pas suffisamment connu pour nous payer un ibis. À 1h du matin, j'ai décidé de descendre l'attendre dans un bar à tapas au coin de la rue. J'avais déjà pas mal bu, mais je ne me sentais pas capable de l'affronter sans être totalement ivre. Son regard sur moi était devenu insoutenable d'indifférence. Dès que je parlais, le plus souvent, il tournait la tête, ostensiblement. 1h plus tard, il est apparu à la sortie du métro, bras dessus dessous, accompagné par une silhouette féminine moulée dans un jean immaculé. La fille riait très fort, rejetant ses longs cheveux noirs en arrière. Vous ne me croirez peut-être pas, mais sur le coup, je me suis dit qu'ils allaient bien ensemble. Ma gorge s'est étranglée dans un sanglot. Malgré l'alcool dans mes veines, malgré la colère dans mes muscles, je suis restée là, sur la terrasse, collée à mon siège, figée. Il est passé tout près, à quelques dizaines de centimètres à peine. J'ai même senti le parfum de cette traînée, mélangé à son eau de toilette. Il ne m'a même pas regardée. Quand ils m'ont dépassée, je me suis levée et j'ai ouvert la bouche, prête à...